t'es arrivé quand? Ce matin, tout à l'heure. Ah, je t'avais pas vu dans le Je vais faire un appel. Je vous invite à prendre place, s'il vous plaît. On va reprendre immédiatement la prochaine session. C'est très haut, ces chaises. Je suis une petite femme. Alors, écoutez, bonjour, bon retour. Bon retour également à toutes les personnes donc, qui nous suivent en ligne. On est ravis. D'ailleurs, pour votre information, sachez que les captations de la journée aujourd'hui seront rendues disponibles donc en diffusion, en différé, à la fin de l'événement. Je ne saurais vous dire exactement quelle date, mais vous dire donc que tout ça sera quand même rendu disponible, sachez-le. Voilà, bien, écoutez, on a très joliment, très bien, de manière fort inspirante, ma foi, brisé la glace avec le premier panel. Je suis ravie donc que nous puissions poursuivre cette conversation. Nous allons maintenant passer au second panel qui s'intitule « Normaliser la diversité des données culturelles ». Est-ce possible? Alors, vous l'aurez compris, au cœur de toute stratégie, en fait, de découvrabilité, il y a cette volonté de rendre les informations et les contenus visibles, faciles à trouver, autant pour les humains que pour les machines. On a beaucoup parlé des algorithmes ce matin. Donc, il y a cette nécessité forcément pour que ces fameux systèmes techniques, en fait, puissent repérer et trouver les données rapidement. Et pour ce faire, évidemment, bien, les informations, les données qui décrivent vos contenus, les offres culturelles, doivent être bien organisées, faciles à récupérer, donc à partager et à assurer une bonne capacité de combiner toutes ces informations-là ensemble. Bref, c'est un petit peu la raison qui explique donc la nécessité pour le web sémantique d'établir des normes, des protocoles standardisés. C'est pas étonnant que cet axe-là, donc cette volonté de standardisation et de normalisation des données descriptives, soit un des 12 piliers de la découvrabilité établis par la mission franco-québécoise sur la découvrabilité. Quoi qu'il en soit, et je pense qu'on va le découvrir avec nos panélistes, c'est souvent plus facile à dire qu'à faire. Donc, sans plus tarder, sachez que nous allons poursuivre cette conversation. Je vous les présente en rafale, mais nous prendrons le temps, à l'instar du précédent panel, de vous permettre de prendre quelques minutes pour mieux situer vos rôles et vous présenter. Mais je suis ravie donc d'être accompagnée par Madame Anne Legal, présidente de l'association TMN Lab, donc Laboratoire Théâtre et Médiation à l'ère numérique. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Monsieur Frédéric Julien, vous êtes directeur recherche et développement chez Kapakoa. Merci d'être avec nous. Bonjour. Professeur Destiny Chewali, qui a été moult fois cité au précédent panel. Professeur à l'UQAM, collègue et chercheur. Donc, vous êtes là aujourd'hui parce que vous vous impliquez également dans un laboratoire collectif dont nous vous parlerez davantage, la Percée. Monsieur Eudes Père, bonjour, chargé de mission ressources et développement numérique pour la Réunion des opéras de France. On est ravis de vous avoir avec nous, donc merci beaucoup. Là-dessus, je laisse démarrer ce premier tour de table. Anne, présentez-nous ce que vous faites, puis particulièrement justement en lien avec la donnée descriptive et tout ça. Merci. Alors, je vais donc jouer pour essayer de lancer la première slide et ça marche. Ce qui est important déjà, effectivement, c'est de situer d'où on vient pour voir d'où on parle. Et donc, moi, je représente le TMN Lab en France. On est une communauté apprenante. Donc, la spécificité de notre réseau, c'est d'être un réseau construit par les pairs, pour les pairs, des personnes qui travaillent dans des lieux culturels, théâtre, spectacle vivant, opéra, danse, etc. en France. On a fondé il y a une dizaine d'années cette communauté parce qu'on voyait bien que dans un monde en transition numérique, nos métiers, nos institutions changeaient, les comportements des publics changeaient, et qu'on avait une nécessité de repenser nos manières de faire, de travailler, de faire ensemble aussi, avec un isolement très fort des structures culturelles, parce que ce sont de petites structures, les structures du spectacle vivant. Et donc, on a fondé ce réseau-là
de manière bénévole. On a fonctionné d'ailleurs ensemble pendant 8 ans en étant uniquement des bénévoles. On a un salarié depuis assez peu de temps. Donc c'est une communauté qui a un fonctionnement très particulier. Les questions évidemment numériques, le sujet des données est venu très vite avec une difficulté en fait de comprendre, de construire une littératie des données pour le secteur qui soit partagée, qui soit en mouvement, qui reflète les enjeux aujourd'hui d'un paysage culturel en mouvement constant, et qui permettent aussi de poser la question d'une offre culturelle physique, une offre culturelle de territoire, comment elle existe, comment elle est accessible et comment elle dialogue avec ces espaces numériques et ces espaces hybrides dans lesquels les publics évoluent. Et ces questions donc de données, elles se sont... On va dire les questions de découvrabilité sont apparues plus tard, plus récemment. On a commencé à travailler ces sujets avec ces mots-là, de les mettre dessus en plutôt 2021, je dirais, parce que ce terme de découvrabilité, quand on voyait qu'il sortait dans les stratégies, il était beaucoup porté sur des enjeux plutôt de marketing, ou alors il était beaucoup porté sur des questions de contenu culturel numérique. Et la programmation des territoires était souvent exclue en fait des réflexions sur les stratégies, en tout cas côté français. Et donc notre rôle, ça a été aussi de mettre ce sujet-là sur la table en dialogue avec le ministère de la Culture qui nous soutient depuis on va dire nos débuts, mais particulièrement depuis 3 ans, et de pouvoir travailler ces questions, faire exister en travaillant sur l'encapacitation des professionnels, pour que les professionnels se saisissent de ces sujets, les comprennent, et on est au début du chemin, pour qu'ils puissent participer à la conversation et à la construction, notamment des standards, des ontologies nécessaires à favoriser une découvrabilité de cette offre et un paysage plus pluriel pour les publics. Merci beaucoup donc pour cette introduction. Monsieur Frédéric Julien. Merci. L'Association canadienne des organismes artistiques travaille dans le domaine du spectacle. C'est quoi le spectacle? Il s'agit d'un objet qui n'est pas numérique, qui n'est pas physique, qui est un objet intangible. C'est un objet qui est aussi éphémère, qui laisse d'ailleurs très, très peu de traces numériques. Dès qu'un spectacle est terminé, il est retiré du site Web. On ne peut plus avoir accès à l'information. Donc, historiquement, c'est donc un objet qui s'est très peu prêté à une mise en données et le secteur donc a accusé du retard sur les autres. Je saute volontairement la prochaine diapositive, je vais y revenir. Les principes FAIR, dont la finalité est de rendre la donnée réutilisable, sont notre porte de sortie vers un monde différent de celui dans lequel on vit aujourd'hui. Le tout premier principe est que la donnée doit être facile à trouver, notamment en lui assignant un identifiant pérenne. J'en profite pour rappeler que la Bibliothèque et Archives nationales du Québec est registrée à Récini. Ça ne prend même pas 15 minutes pour avoir un ISNI. Je reviens à la diapo précédente. Qui sait c'est quoi un ISNI dans la salle, par contre? Tu vois, c'est ça l'affaire. On y reviendra, mais les identifiants pérennes sont très importants. Une de nos solutions qui a été développée avec la compagnie montréalaise de la culture crée est le graphe de connaissances ArtisData. Donc, c'est maintenant un graphe qui est soutenu par un regroupement qui comporte plusieurs associations et usagers. Donc, c'est un outil qui facilite le partage d'informations entre des producteurs de données et des consommateurs de données. J'ai seulement 3 minutes, donc je vais sauter sur les détails. Je continue. Wikidata est aussi une base de connaissances ouverte qui est facile à modifier et à consulter et à consommer. Donc, on s'est beaucoup appuyé sur Wikidata, notamment grâce à l'appui d'une communauté internationale de Wikimédiens avec des partenaires en Suisse et en Belgique que je salue. On accueillerait d'ailleurs des partenaires de la France si ça vous tente. Et j'en profite aussi pour mentionner qu'on a remporté un prix à WikidataCon en 2021. Wikidata, c'est génial, mais qu'est-ce qui se passe si les artistes autochtones n'y sont pas représentés? À la conférence au Sommet canadien des données ouvertes l'automne dernier, la sage de la nation Ktunaxa, et là, j'ai le blanc sur le nom, il va me revenir juste après, a dit vous nous représentez uniquement comme des problèmes parce que vous ne recueillez que des données sur nos problèmes. Moi, ça m'a frappé, et d'ailleurs, j'avais une prise de conscience avant ça, mais je me suis toujours dit, je dois, comme colon, participer à rendre
de l'information sur les artistes autochtones plus facilement accessibles, trouvables et utilisables. Donc, on a fait un projet de consultation de recherche pour déterminer de quelle façon on pouvait représenter les identités autochtones dans Wikidata. On a aussi travaillé avec l'Association canadienne pour les arts de la scène autochtone et on les a accompagnés dans un cheminement pour libérer les informations à propos de leurs membres sous forme de données ouvertes. Donc, c'est un processus qui a pris 3 ans. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais on s'est appuyé sur des principes, pas uniquement les principes FAIR, mais aussi des principes plus autochtones, notamment l'idée du contrôle, que le contrôle devait résider chez l'usager et chez l'association qui les représente. On pourra en parler plus en détail, mais ça fait le tour de ce que j'avais à dire, de remercier nos partenaires aussi financiers. Oui, c'est... Ça, c'était une brillante démonstration d'efficacité. Merci beaucoup. Monsieur Chiawali. Je ne suis pas sûr d'être aussi efficace, là. Non, je vous explique rapidement pourquoi. Vous allez me voir plonger les regards souvent dans ma tablette ici. Je n'ai pas de support de présentation, mais c'est pour une bonne raison. Actuellement, mon passe-temps favori, là, c'est entre 2h et 4h du matin. Je baisse un petit bébé de 2 semaines et on est en découvrabilité. Donc, je suis en découvrabilité de mon bébé quand il a les yeux bien ouverts. Et j'ai trouvé que je n'avais pas le choix que de me coller à mes notes si je ne veux pas vous chanter des baisseuses ce matin. Alors... je suis effectivement impliqué dans plusieurs projets de recherche partenariale, de recherche action concertée, des projets d'ailleurs dont certains sont financés par le ministère de la Culture et des Communications que je remercie ici, des projets en audiovisuel avec TV5, je salue Benoît et David ici, TV5 Monde et TV5 Québec Canada, mais aussi des projets en musique, notamment avec ce nouveau laboratoire collectif qu'on appelle la Porcée et qui s'entoure d'un écosystème d'acteurs et de partenaires potentiels aussi, tels que Métamusique ici, la disque, Rideau, pour ne citer que ceux-là. Et en fait, ce qui anime nos questions de recherche, c'est vraiment cette préoccupation de savoir à quel point, justement, on parle le même langage, on utilise le même vocabulaire pour, justement, indexer. Donc, ces fameuses métadonnées d'indexation, quels sont-ils dans les thésaurus, dans les mots-clés, les filtres qui sont utilisés? À quel point elle contribue à impacter donc une forme d'efficacité au niveau de la trouvabilité des contenus, parce que avant d'être découvrable, il faut d'abord être trouvable, il faut d'abord être repérable. Et donc, je dirais qu'il est vraiment important de normaliser les données nécessaires justement à la description de ces œuvres ou de l'information, afin de pouvoir en extraire donc des métadonnées riches qui circulent, vous le savez, dans des formats qui soient convergents, qui soient uniques, et tout cela dans la finalité, bien évidemment, d'être bien interprétable, de pouvoir plus facilement, disons, être compris de ces fameux algorithmes-là d'analyse et de modélisation. Et donc, avec le projet La Percée, donc un laboratoire collectif de rayonnement et d'accès à la diversité musicale en ligne, ce qu'on essaie de faire, c'est de s'intéresser aux musiques de niche, notamment des musiques du monde, par exemple. Et on s'aventure un peu dans des projets qui vont toucher à du classement, à de l'indexation, à toute la valorisation, par exemple, du fonds d'archives des Nuits d'Afrique, des productions Nuits d'Afrique, et de pouvoir, in fine, disons, se poser la question de savoir, finalement, est-ce que on a des dissonances, est-ce qu'on a des distorsions qu'on pourrait corriger, justement, dans cette manière de nommer, de catégoriser, d'établir des étiquettes. On a l'ambition de recourir à l'IA aussi pour, par exemple, faire de la reconnaissance et de l'extraction automatique de certains signaux musicaux. Et tout cela, bien évidemment, on l'espère, pourrait peut-être déboucher sur la modélisation d'une nouvelle taxonomie. On n'a pas la prétention de créer une véritable ontologie de la découverte musicale des musiques diversifiées à travers le monde, mais au moins s'entendre sur ce qu'on entend par musique francophone du monde et pouvoir ensemble, avec les acteurs du milieu, les professionnels de la culture, mais aussi avec les mélomanes, les fans et les industriels, bien évidemment, trouver, disons, des points d'acquaintance dans la manière de mutualiser notre compréhension et notre manière de nommer les choses. Merci beaucoup, Destiny. Monsieur Euther, je pensais qu'il parlait de vous, de père à père, entre pères pour les pères. Je me disais, il est chanceux. Hein?
Donc, pour la Réunion des opéras de France, c'est le réseau national des maisons d'opéra, des scènes et des compagnies lyriques. Elle a actuellement 37 membres, dont 30 maisons d'opéra, l'Opéra de Paris, l'Opéra de Lyon, l'Opéra national de Bordeaux. Aujourd'hui, on répond à 3 axes principaux: la question de l'observation, la question de l'animation des réseaux et la question aussi de la valorisation des contenus. Évidemment, la mission numérique, elle s'articule pleinement autour de, et elle se nourrit déjà de tout le contenu produit par la mission franco-québécoise. Et je tenais à le souligner, c'est déjà un point fondamental. Ça fait plusieurs années qu'on vous suit. On a déjà été lauréat des plans découvrabilité. Là, on est à nouveau soutenu sur un plan beaucoup plus ambitieux. Et donc, elle bénéficie déjà, et c'est déjà, je pense, elle est enfant, en fait, toute cette stratégie de tout le contenu produit par le Montréal Connect et la mission franco-québécoise. Aujourd'hui, on prépare un projet, on est même en bouclage de ce projet, qui s'appelle Cap Data Opéra Découvrabilité, qui s'inspire évidemment des problématiques, qui part des problématiques et identifiées et des besoins identifiés auprès des équipes et de tous les services, en fait. Donc, je ne vais pas le rappeler, hein, il y a des problématiques de doublons, on est à 10 saisies parfois des mêmes contenus, donc c'est plus de 300 000 données qui sont générées. Si on part vraiment de besoins concrets, on part aujourd'hui d'espaces où on est absent, en fait. Donc, les plateformes de streaming, c'est fondamental aujourd'hui de pouvoir investir ces espaces, en fait. Donc, c'est vraiment les principes de la découvrabilité. Évidemment, on avait besoin d'un projet pour porter ça, parce que la première chose, c'est qu'on a recherché, en fait, sur quel modèle on pouvait s'appuyer. Des modèles étaient en construction, on voit qu'il y a un modèle, et c'est d'ailleurs sans doute l'enjeu aussi de cette table ronde, de ce panel, c'est de voir comment on peut déjà mutualiser. On parle de, est-ce qu'il y a une normalisation plus globale? Il y a vraiment les enjeux d'échelle, en fait, sur cette question, voire trop locale parfois, en sachant que tout ça, ça peut représenter aussi la diversité, mais c'est l'objet du débat. Il y a vraiment des enjeux d'échelle pour ne pas démultiplier les efforts, vraiment gérer au mieux le denier public sur ces questions, mutualiser. Il y a vraiment un effort fondamental à faire là-dessus. Et surtout, et c'est mon parti pris, c'est pas des sujets complexes, vraiment. Moi, le côté développeur, côté référent numérique, il y a déjà eu un travail énorme de sensibilisation. Et donc, on pourra évidemment argumenter là-dessus. Sur ce projet Cap Data Opéra, nous avons des partenaires, dont un partenaire québécois, l'Opéra de Montréal, l'Opéra national de Bordeaux et le TMN Lab, qui est un partenaire réseau aussi, qui participe aussi à alimenter la réflexion. Encore une fois, et ça rejoint la réflexion de Pierre Lévy en introduction du Montréal Connect sur l'intelligence collective. Il y a tout ce travail aujourd'hui de voir ce qui est l'état de l'art, qu'est-ce qui s'est fait, comment aujourd'hui on se fédère, comment on mutualise ces questions-là. Démultiplier les liens avec les publics. Alors, vous connaissez tout ce sujet, j'en ai parlé il y a quelques secondes. C'est vraiment l'objectif d'investir des espaces, être présent sur peut-être des enceintes connectées, être présent sur... et même, en fait, c'est répondre à des nouveaux usages. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles formes aussi qui sont fabriquées aujourd'hui par les maisons d'opéra, et c'est comment on va être en capacité de faire connaître ces nouvelles formes. Là-dessus... Alors, les petites slides ont sauté, les petites images, c'est pas grave. On a mis en place un modèle de données qui s'appelle Cap Data Culture. C'est un modèle qu'on aurait rêvé d'avoir à un moment donné, et on s'est dit, on l'a pas, on va essayer de l'installer. Et donc, on a pensé à construire une ontologie. Cette ontologie, on avait détecté aussi un énorme souci, un verrou qui empêchait les maisons d'opéra et les établissements culturels d'exposer, et on partage ces mêmes enjeux, c'est d'exposer leurs données. C'est-à-dire que si on veut aujourd'hui qu'elle soit découvrable, cette donnée, sur des plateformes de streaming ou ailleurs, il fallait pouvoir permettre aux maisons d'exposer leurs données, les outiller en fait, et que ça soit complètement indolore. On pourra revenir sur cette question. On a décidé, après recherche, et on s'est aperçu que 95% des maisons d'opéra utilisaient l'un des CMS suivants, Drupal, WordPress ou le framework Symfony. Au final, avec une petite dose d'investissement de création de connecteurs par rapport à ces frameworks ou CMS, on pouvait créer des connecteurs et une exposition RDF. Donc, vraiment, massivement, leur permettre d'exposer des données. À côté de ça, je vous parlais de l'ontologie, on avait besoin de structurer nos données par rapport à des besoins. C'est-à-dire qu'il existait d'autres modèles de données, le schema.org,
Pas mal de choses aussi faites par les bibliothèques. Moi, je viens du monde du livre, donc évidemment, énormément de choses réalisées, mais qui ne décrivaient pas tout à fait. C'est tout l'enjeu aussi de la standardisation, de comment on va décrire aussi, et tout le potentiel des graphes de données, des technologies Sparkle, voilà, pour pouvoir partager de la donnée, c'était de voir comment on allait représenter nos spécificités métiers. À l'intérieur de ça, l'objectif, enfin, c'est évidemment de partager au maximum, de documenter. On va réévoquer aussi cette question. Là, il y a un besoin fort, en effet, de sensibilisation, de formation. Moi, je milite aussi pour... on n'est pas tous amenés à savoir construire un avion. Par contre, on peut le prendre, l'avion. On n'est pas tous amenés à construire un ascenseur et à connaître son fonctionnement. Par contre, on peut l'utiliser. Et donc, ça ne me dérange pas aujourd'hui, évidemment, de sensibiliser quelqu'un qui veut connaître, on va dire quelqu'un qui veut développer son expérience, qu'il ait tous les outils pour le faire. Mais par contre, il n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. On n'a pas tous vocation à être expert du web sémantique. Voilà. Donc ça, c'est aussi un point très important. Bon, déjà, ça, c'est une excellente nouvelle. C'est réjouissant parce que en quelques minutes déjà, vous avez lancé toutes sortes de termes, ontologie, taxonomie, identifiant unique, CMS, etc. Là, je vois des yeux tourner. En fait, la question pour moi est, permettez-moi, et là je vais rebondir très rapidement avec vous, Eudes et Frédéric, expliquez-nous donc, il y a le web sémantique, il y a déjà une panoplie de normes, de technologies, d'outils, à tel point même que vous êtes en mesure de dire, c'est même pas si compliqué que ça, il y a déjà des trucs, il y a des standards internationaux. Il est où le problème alors? Expliquez-nous plus précisément pourquoi on est réunis autour de ces questions et puis qu'est-ce qu'on a besoin de mieux maîtriser en fait dans ce processus de standardisation ou de normalisation des données? Les établissements culturels, au moment où ils ont voulu, la première problématique, si on reprend de manière très concrète leur travail, ils sont confrontés à exposer de la donnée. Comment aujourd'hui un établissement culturel, et lorsqu'il souhaite structurer ces données, la plupart du temps, il a constitué des bases ou via des formulaires pour saisir sur lesquels il n'y a pas eu vraiment, de la part des prestataires, question de formation des prestataires, des développeurs sur ces problématiques, de la connaissance des modèles existants, aussi sensibilisation évidemment des référents numériques sur ces problématiques, mais il a construit son propre modèle. Et c'est déjà la première problématique, c'est-à-dire qu'il est parti d'un modèle siloté, complètement autonome, avec une première problématique. L'objectif, c'est évidemment de voir, ça ne veut pas dire table rase de ce modèle. Il existe des solutions d'alignement. Il existe aussi des solutions pour conserver son propre modèle, mais pour pouvoir l'exposer d'une autre manière. Et donc, en fait, la première chose, c'est voir quels outils peuvent être mis en place et mutualisés. Donc, la question de la mutualisation, elle est essentielle aussi. Voilà. On va y rebondir. Donc, Frédéric, pourquoi ça ne suffit pas, en fait, qu'il y ait déjà tout ça en place? Ce qu'on doit comprendre, c'est que la plupart de nos systèmes d'information, plateformes qui ont été développés aujourd'hui, ils sont toujours développés sur la base d'une demande de la part d'un client. Le client qui veut faciliter la répétition d'opérations, qui utilise un nombre très restreint de différents types d'objets numériques et qui doivent être répétés de façon très optimale et robuste dans le temps. Pour ça, une bonne vieille base de données relationnelle, ça convient tout à fait. Le problème, il survient lorsqu'on souhaite que cette base de données-là communique avec une autre base de données. Si on en branche deux ensemble, ça va encore bien. Si on en branche une troisième, là, il faut avoir des équivalences avec les deux. Et là, ça commence et là, plus on en rajoute, plus ça devient exponentiel. C'est ce qui explique pourquoi, au Québec, par exemple, le fameux dossier numérique en santé n'a jamais abouti. Il y a trop de systèmes relationnels à connecter ensemble. La solution, c'est la sémantisation de l'information et le passage par un intermédiaire, comme une base de données graphes qui peut permettre de relier tous ces systèmes relationnels ensemble. Il s'appelle relationnel, mais dans les faits, la relation dans une base de données relationnelle, elle est implicite, elle est définie par des clés, et donc un usager externe ne comprend pas c'est quoi la relation entre un organisme et un lieu. L'usager le sait, mais lorsqu'on extrait la donnée, cette information-là est perdue. Lorsqu'on sémantise l'information, la relation, elle devient un point de données en soi auquel on associe
une signification de sorte qu'un tiers qui ne comprend pas le système d'origine va quand même comprendre l'information. Donc, cette traduction-là vers le mode sémantique, elle peut être favorisée par des projets comme celui de Eudes ou comme Ars Data ici au Canada. Intéressant. Rapidement, oui. C'est quand même aussi... on voit que le monde du livre a réussi à partager de la donnée via ces méthodes, en fait. Donc, il y a aussi quelque chose de culturel aujourd'hui dans l'apprentissage de nos données. Alors, on partage les mêmes idées sur c'est de la donnée vivante. Donc, la donnée de l'art vivant, en fait, elle est liée aussi à des temporalités. Elle va progresser. Une production, ça peut être différent d'une notice de livre. Vous allez pouvoir l'alimenter de nouvelles représentations. Il y a des spécificités. Mais clairement, en informatique, c'est absolument pas compliqué de les gérer. Voilà, donc bon, déjà, on comprend beaucoup mieux pourquoi vous considérez que c'est pas compliqué, mais merci pour ces éclairages. Je voudrais revenir à un autre élément aussi que vous avez tous nommé puis qu'on a entendu dans le précédent panel, cette fois-ci peut-être auprès de vous, Anne et Destiny. C'est que, est-ce qu'il n'y a pas un peu un paradoxe entre... On a tous dit, je pense à Juan par exemple, qui dit il y a plusieurs francophonies, on ne parle pas tous le même français, on ne cherche pas tous de la même façon. Vous avez tous soulevé l'importance justement de la diversité avec l'autochtonie par exemple ou autre. Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre standardisation et cette nécessaire en fait... Je ne parlerai pas de personnalisation, mais de représentation, en fait, de ces diversités. Comment on y arrive à ça, en fait, en termes d'équation, Anne? Ce que je pourrais dire sur cette question, c'est que il semble déjà, quand on travaille sur la construction de ces graphes de données, ça permet quand même d'aller dans des niveaux de granularité et de finesse. Et en les travaillant avec les parties prenantes, c'est-à-dire avec les artistes, avec les créateurs, pour être au plus fin justement de forme de représentation, ça permet a priori justement d'exposer ces diversités. Et ensuite, c'est aussi la manière dont derrière ces graphes vont être utilisés. Et si on revient à l'échelle, par exemple, d'un lieu de diffusion, qui lui va pouvoir exposer ces données en les connectant grâce au travail qui sont menés et en les rendant, on dit, interopérables. De son côté, il va avoir aussi d'autres couches de travail, par exemple pour aller à la rencontre de ses publics. Et là, on rentre dans d'autres métiers qui sont ceux aussi de la communication et pas seulement de l'information. Et donc, pour moi, ces questions, elles se traitent à plusieurs endroits et elles ne sont absolument pas empêchées par ces questions de standardisation, qui plus est même, et là, je vous laisserai répondre, hein, mais on peut avoir des spécificités linguistiques aussi par rapport à des territoires. Et ça, peut-être, je pense que vaut mieux que ce soit vous qui parliez de ça. Mais je trouve que tu l'as introduit parfaitement. C'est la question du langage, en fait, et d'une grammaire. Et on voit que le langage, il est extrêmement diversifié. En fait, on peut le construire, on peut l'alimenter, il est temporel. Il y a donc, on peut parler après, le complexifier, dire c'est du graphe. Voilà. Mais en fait, c'est un langage. Donc, et on peut représenter le langage via... Alors, est-ce qu'on va pouvoir l'interroger aussi facilement ? Peut-être il y a encore des travaux à faire dessus. Mais c'est, en tout cas, conceptuellement, on est sur la fabrication d'un langage. Ouais. Et la description de ce langage-là. Parce qu'en fait, on partage tous déjà les principales propriétés, principaux objets, en fait, pour décrire aujourd'hui ce qui est une personne, une production, un spectacle. Voilà. Donc, c'est des choses qui nous parlent. Et ça fait partie de notre langage. Voilà. Destiny? Oui, ben, j'ajouterais, ça a été très bien explicité, mais j'ajouterais le fait qu'effectivement, quand on est dans des scénarios d'échange de métadonnées entre différents systèmes, on doit travailler sur la base donc, de modèles, de vocabulaire commun, j'insiste là-dessus. Donc, il y a vraiment un défi de resémantisation carrément, parce que le web, vous le savez, c'est comme une immense base de données, mais on a beaucoup de silos d'informations. Puis l'étape vraiment de passer à un web des données optimal, avec justement tout le travail à faire au niveau du liage des données, je pense que c'est encore là qu'il faudrait peut-être plus prendre le temps. Tous les acteurs qui se sont frottés à des projets de mise en commun, de mutualisation, savent à quel point justement il faut prendre le temps
ne serait-ce qu'à l'étape de pré-traitement, de nettoyage des données pour s'assurer justement de pouvoir créer les liens d'interopérabilité. Et je dirais ceci, en anecdote, peut-être vous le savez peut-être déjà, mais Spotify, par exemple, quand on prend le cas de la musique, ils travaillaient vraiment sur son moteur de recommandation et ils étaient confrontés dès le départ justement à la difficulté à pouvoir lier des données de qualité. Et il a fallu justement que leur équipe de data scientists décide finalement de revenir vraiment à cette étape cruciale-là pour pouvoir investir davantage d'efforts et de temps dans le nettoyage, la normalisation, pour nous rendre finalement l'expérience d'écoute musicale que nous avons aujourd'hui qui est vraiment tellement optimale. Et donc, je veux faire ici le lien quand même entre cet enjeu de normalisation et le succès qu'on peut observer des fois au niveau de l'apprentissage automatique, là, de l'apprentissage des machines, dans le sens où le véritable avantage que moi je vois dans le processus de normalisation, c'est d'arriver justement à pouvoir garantir l'amélioration de la qualité, de la performance, de l'interprétabilité des modèles de données, des analyses statistiques qui peuvent être faites et qui peuvent justement contribuer à réduire les biais de recommandation, les fameux biais là, les fameux bulles de filtre aussi indésirables qui ne sont en fait que le reflet finalement du système mal conçu, mal designé et pas assez interopérable finalement. C'est intéressant ce que vous faites, ce que vous dites par rapport à ce parallèle que vous faites avec l'apprentissage machine. Donc, effectivement, une intelligence artificielle, à force de voir 1 million, 6 millions, 10 millions de photos de chats, finit par reconnaître un chat. Mais qu'en est-il quand notre conception d'un chat peut varier, en fait, d'une communauté à l'autre ou Parce que ce que j'entends, c'est qu'il y a évidemment comment on l'a décrit, cette donnée, mais qui l'a décrit aussi pour être capable de refléter sa propre positionnalité, pour revenir à ce dont vous parliez tout à l'heure. Qu'est-ce que, par exemple, dans le projet donc, autochtone, comment vous abordez ça? Au départ, même si le chat peut représenter différentes choses dans différentes cultures, il y a quand même le taxon Felis qui est le même partout. Ce taxon Felis, il a un identifiant Wikidata qui est le même, peu importe la culture dans laquelle on se représente l'objet ou l'animal ou la divinité chat. Un artiste autochtone dans Wikidata va être une instance d'un humain aussi. À la base, c'est la même chose pour tout artiste, que ce soit Ariane Moffat ou Kanen, il y aura la même déclaration. Ils auront tous les deux un identifiant Wikidata. Là où ça se complique, c'est au niveau de la représentation de l'identité autochtone. Dans ce cas-ci, nous, ce qu'on a ressenti le besoin de faire, c'était de consulter les artistes autochtones eux-mêmes. On a d'abord commencé par une série d'essais d'acceptation utilisateur pour savoir est-ce que déjà dans la plateforme Wikidata, il y a des problèmes fondamentaux qui font en sorte que des usagers autochtones vont dire non, c'est pas pour nous. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Le fait que la plateforme soit multilingue, déjà, ça a aidé. Et ensuite, on a poussé ça plus loin pour tester si les propriétés qui sont dans Wikidata conviennent. Et aussi sur les modes de représentation. Si on fait partie des Premières Nations, on peut s'identifier à une nation. On peut aussi s'identifier à un conseil de bande. L'identité est double. Et selon les personnes, ce qu'on a appris aussi, c'est que parfois, l'identité à une nation peut être très fine, parfois à un plus haut niveau. Donc, ça devient très, très dur de présumer que sur la base d'informations en ligne, comment on peut dénoter une identité autochtone dans Wikidata, ce qui fait que dans la plupart des cas, il faut poser la question. Et ce n'est pas une mauvaise chose de contacter un artiste et de lui dire « Bonjour, je suis Wikimédien, j'ai envie de documenter de l'information sur vous dans cette plateforme. Voici comment ça marche. Voici l'information que j'ai trouvée. Est-ce que vous jugez que c'est la bonne façon de représenter votre identité? » Je suis Wikimédien. C'est comme ça, je retiens. Mais Anne, je voudrais rebondir là-dessus parce que c'est très important, cette idée d'appropriation, donc par la personne ou l'entité, en fait, qui est peut-être la mieux placée pour se décrire. Et c'est précisément, en fait, la mission que vous vous donnez aussi. Donc, cette volonté, on revient à cette idée de littératie des données. Quelle importance, justement, par où on commence, comment on s'assure qu'on est en mesure de s'approprier ces choses-là. Oui, et avec la question de la littératie des données, alors, ce qui est déjà un sujet très vaste, on travaille aussi à l'échelle européenne au TMN Lab et on voit bien que c'est des questions en termes de définition qui sont
pas simple. Et puis, il ne s'agit pas forcément que de littératie des données. Disons que les lieux, par exemple, qui veulent travailler à une meilleure structuration et exposition de leurs données, doivent déjà avoir une conscience de ces sujets. Donc là, effectivement, on est dans ces sujets de littératie. Et ensuite, effectivement, il faut réussir à identifier qui vont être les bonnes personnes pour décider en fait de la manière de qualifier. Et ça, c'est des débats qu'on a eu aussi dans des groupes de travail chez nous, par exemple, entre des lieux qui vont être producteurs d'une œuvre et qui vont accompagner la création. Parfois, ce sont des compagnies qui le font. Et alors là, on est sur des acteurs extrêmement isolés d'un point de vue information et comment on les accompagne. Et effectivement, nous, notre travail, ça va être d'essayer d'aller toucher ces gens et de faire un travail de terrain constant et de travailler dans cette logique de masse de niche, c'est-à-dire de recréer des centralités en fait et de reconnecter ces groupes de travail pour qu'on arrive à toucher le maximum de personnes dans cette réflexion-là. Donc il faut des personnes qui comprennent les enjeux et qui arrivent à organiser. Donc nous, on organise cette notion de communauté au travail. Et ensuite, il faut leur donner des outils de compréhension. Donc c'est un peu ce dont parlait Eudes tout à l'heure, pour sensibiliser et puis pouvoir mettre au travail. Et là, des exemples comme... j'ai vu qu'il y avait des... à chaque fois, j'ai un doute sur la manière de les appeler, mais de faire des opérations Wikidata en collectif pour documenter. Là où moi, je travaillais avant à la Gaîté Lyrique à Paris, on faisait des sessions avec les 100 pages pour documenter l'exposition des artistes femmes, par exemple, dans Wikipédia, Wikimedia, Wikidata. En tout cas, voilà, c'est d'avoir ces intermédiaires qui animent, et ça, c'est beaucoup de temps humain et une modélisation. Et vraiment, souvent, c'est sous-estimé pour aller au plus près des personnes qui vont pouvoir donner leur avis et qualifier. Je vais rebondir là-dessus. Et ensuite, Destiny. Tout à fait, sur la côté l'essence en fait même de la formation, de la sensibilisation, c'est avec aussi tout le travail des MOOC, on l'a vu hier aussi. Donc c'est fondamental. La partie aussi accompagnement. Je pense que on a l'impression que les développeurs parlent tous les langages. On a l'impression qu'ils peuvent, on va dire API, il y a un tas de terminologies, on a l'impression que c'est une évidence. Quand on parle d'API, ça veut dire une documentation derrière. C'est-à-dire apprendre cette documentation. Parfois, ça peut être bénéfique de pouvoir les accompagner. C'est ce qu'on a choisi de faire sur Cap Data Culture. C'est-à-dire que même les startups et les entreprises, pour les aider à valoriser la donnée, on s'est dit, on met une équipe d'accompagnement dessus. Je vois une initiative de la BNF qui est en train de sortir, il y a une zone, ils permettent, par exemple, quelqu'un qui ne sait pas faire une requête Sparkle, il peut poser la question en langage naturel, dire j'aimerais avoir tel résultat. Et donc là-dessus, il y a une équipe qui se mobilise. Et donc en fait, l'accompagnement, il est fondamental. Et j'ai évoqué la question du langage naturel. Pierre Lévy l'a fait aussi en début de semaine. Dès qu'on va être capable aussi de connecter, comme dans un moteur de recherche en fait, mais le langage des questions, c'est-à-dire que les requêtes, on va pouvoir les générer en langage naturel. Et bien en fait, la partie code, elle va, comme un moteur de recherche, on aura les questions de transparence, d'opacité, de comment ça fonctionne, ce langage naturel. Mais on va faciliter évidemment l'accès. Dès qu'on pourra interroger un Sparkle en langage naturel, ça va ouvrir des portes et on est des choses qui sont en cours en fait. C'est-à-dire que c'est des développements, c'est des pistes aujourd'hui où l'IA et le langage naturel. Et c'est là où il y a un alignement aussi des planètes. On voit une accélération très forte sur ces sujets. On parle d'IA, on parle aussi parce que ça nécessite d'énormément de données. Donc en fait, il y a un temps politique aussi pour ces questions et on voit que les établissements culturels, ça serait très risqué qu'ils ne participent pas à ce temps-là. Et d'investir ce temps parce qu'on voit très bien aussi les problématiques de représentation, de présence et d'invisibilité qui peuvent se créer si on n'est pas présent. On va y revenir à ça, c'est très important, Destiny. Oui, j'allais compléter en disant que, au-delà de la littératie des données, il faudra une véritable littératie algorithmique pour tous les acteurs qui travaillent sur la donnée, notamment la donnée culturelle et la gouvernance de ces données-là. Pourquoi c'est important? Parce que je pense qu'on est rendu maintenant à devoir développer des preuves de concept. Si on veut vraiment se présenter comme des solutions alternatives ou des contre-pouvoirs aux GAFAM, il faut commencer déjà par exemple à travailler justement sur le développement de modèles de curation qui soient peut-être algorithmés, c'est-à-dire avec toujours l'intervention humaine derrière, mais avec une forme d'intelligence quand même artificielle qui pourrait justement nous permettre de mieux paramétrer en amont ce qu'on entend par diversité.
les fameux critères de diversité à prendre en compte pour caractériser un contenu de diversifié, pour pouvoir mieux le recommander. Il y a un travail à faire là pour justement stimuler un peu cette curiosité automatique des algorithmes et de sorte finalement à favoriser la découverte d'univers de goût, d'univers de préférence qui soit vraiment un peu plus éloigné de ce à quoi on s'entend déjà à voir ou à recevoir ou à se faire recommander, à se faire proposer. Et ça, c'est vraiment tout le travail et je plaide là-dessus, encore une fois, de devoir éduquer aussi ces algorithmes-là, de les entraîner sur des modèles de données de telle sorte à expérimenter un apprentissage un peu incrémental. Tu sais, on peut faire par essai-erreur là, et s'améliorer de manière continue, mais de telle sorte à pouvoir mieux détecter, parce que moi je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui, mieux détecter les corrélations au sein de quantités de données massives, mais pas en se basant juste sur des questions de catégories de goût, de catégories de préférence, mais beaucoup plus justement sur les caractéristiques intrinsèques de ce qui représente peut-être la valeur francophone, la valeur diversité dans nos contenus. Merci. De la curiosité algorithmique automatique. On s'approche de quelque chose de très intéressant. Frédéric, je voudrais poursuivre sur cette idée. Admettons donc, parce que je veux revenir au temps politique, en fait, justement, et comment on agit autour de tout ça, mais en admettant donc qu'on parvienne à toutes ces visions extraordinaires là, de standardisation, mais de normalisation, où est-ce qu'on s'approprie, on participe activement, très en amont même à l'apprentissage et à la façon dont on input, excusez-moi l'expression anglophone, mais la donnée et tout ça, très bien. Mais une fois qu'on atteint ça, qui serait chargé de sa mise en œuvre de cette standardisation, de cette normalisation? Est-ce que la mise en œuvre, tout ça, de toutes ces règles prédéfinies, est-ce que c'est justement, faut-il partir des milieux de pratique? Faut-il partir des artistes ou des gens qui doivent se décrire pour déterminer donc ces nouvelles grammaires? Est-ce que c'est au gouvernement de faire? On commence où? Pour la mise en œuvre. Il existe un modèle, pas tout à fait une ontologie, mais un modèle conceptuel pour la représentation des mesures d'impact. On l'appelle le Common Approach. Une des choses qu'eux ont compris rapidement, c'est que une norme, ce n'est pas un document, c'est d'abord et avant tout une communauté d'usagers. Donc, je pense que tout effort de normalisation doit commencer non pas du haut vers le bas, avec des experts qui vont organiser l'information selon leur compréhension du milieu. Ça doit partir du bas. Ça doit être accompagné par des experts, bien entendu. Sinon, on ne veut pas qu'il y ait de malheureux amalgames d'objets qui ne devraient pas être mis dans le même panier, par exemple, qu'après ça, on aura de la difficulté à séparer. Bon, si c'est différentes variétés de pommes et qu'on fait du cidre avec ça, ça va, c'est pas trop grave, mais parfois, il faut savoir les séparer. Donc, moi, c'est ma réponse. Il faut que ça commence par la communauté, il faut que ce soit entretenu par la communauté. Maintenant, au niveau de la mise en œuvre, ben, ça revient à chacun. Là, c'est un choix personnel. Est-ce que moi, je veux m'inscrire dans cette mouvance-là et faire en sorte que mon système soit interopérable? Est-ce que je suis prêt à investir les efforts? Parce que c'est un effort. Mon système, en soi, il est autoportant, ça va bien. Mes usagers me disent, je veux pouvoir réutiliser mon information qui est entreposée ailleurs, mais moi, ça va, je n'ai pas de problème. Donc, c'est finalement un choix personnel, mais ça peut devenir un choix d'affaires lorsque les usagers le demandent au final. Oui. On a l'exemple aussi du schema.org, en fait, et du W3C, qui ont justement normalisé le web, qu'on utilise tous aujourd'hui. Et la construction d'avoir des entreprises, alors il y a beaucoup de questions justement sur qui gère la gouvernance du schema.org. Il y a quand même ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une entreprise qui détient le schema.org, c'est déjà des groupements. C'est-à-dire qu'il y a un partage. Et donc déjà, il y a une mise en concurrence qui est assez saine, en fait, sur la question de la modélisation. Reproduit à l'échelle justement du spectacle vivant, il y a une autre question, c'est que on peut avoir des modèles de gouvernance liés aux graphes, c'est-à-dire à certaines grappes de données. Et ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'on s'imagine toujours piloter quelque chose de complètement centralisé, mais en fait, on peut gouverner des parties de graphes.
Et donc ça, c'est aussi un des usages qui peut être extrêmement intéressant, des usages justement même entre échanges entre pays, il y a beaucoup de choses à imaginer là-dessus. Voilà. OK, mais je me demande quand même, là, quelle est la valeur de cet effort énorme de standardiser, adopter des règles communes, mutualiser, s'approprier, gouverner toutes ces données, si, en bout de ligne, beaucoup de ces systèmes automatisés dont on parle, en fait, appartiennent à des sociétés privées ou à des plateformes qui font ça justement avec leurs experts à l'interne. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, en fait, comment on s'assure, en fait, de cet alignement-là? Rapidement, je vais passer le travail de la gouvernance, il est fondamental. Ouais, c'est là-dessus. C'est le sujet. Et c'est un sujet, justement, c'est ce temps politique, en fait. Et d'avoir aussi les associations, les réseaux qui vont être en capacité d'orienter, d'être les zones de débat sur les choix de ces modèles. Donc évidemment, en fait, et d'y associer aussi les entreprises parce qu'elles ont beaucoup de choses à dire. Et généralement, il y a aussi, évidemment, il y a beaucoup d'expertise. Donc ça doit être des zones d'échange. Et c'est l'intelligence collective. Voilà, comme on l'a vu, c'est le thème de la semaine. Voilà. Oui, Destiny. Oui, en abordant cette question-là de la mise en œuvre, il faudrait peut-être en amont se demander finalement, mais qu'est-ce qui fait force dans les normes là, qu'on établit? D'abord, quelles sont les relations qui les sous-tendent? Il faut bien comprendre les relations parce que des fois, on superpose des couches de normes qui entraînent dans une forme de complexité en termes d'appropriation déjà, et de compréhension même par les acteurs qui sont supposés s'en approprier. Et donc, quand on se pose cette question, on va essayer de voir, est-ce que on va privilégier le risque d'une sanction quand on ne se conforme pas à la norme, par exemple? Ou est-ce qu'on va davantage mettre l'accent sur plutôt l'aspect incitatif? Et moi, je pense que c'est cet aspect incitatif, disons, inspiratoire même, d'adhésion collective de la communauté autour des normes imposées, qui doit faire d'abord sens et qui peut garantir vraiment la réussite en termes de mise en œuvre. Après, il y a bien évidemment les structures de gouvernance, les structures régulatoires, puis le rôle des décideurs publics là, au niveau des lois pour s'assurer de la mise en œuvre de ces normes-là. Toujours si je fais un clin d'œil par rapport à ce qui se passe au niveau des algorithmes, on voit là avec le projet de loi sur la radiodiffusion ou même en termes de mise en valeur, là, on demande à ne pas trop, à réduire les interventions possibles, par exemple, sur les algorithmes, alors qu'en réalité, on aurait pu encourager la certification d'algorithmes de la diversité, par exemple. Donc, il faut voir vraiment où est-ce qu'on pousse le curseur, sans forcément mettre les acteurs industriels comme en opposition, mais plus justement dans une démarche incitative aussi, parce qu'ils font partie de la solution. Juste un point sur le vocabulaire aussi. Là, j'entends norme imposée, mais c'est une norme partagée. C'est une norme qui est liée à du débat. Et donc, je pense que dans notre manière de parler de standardisation, de normalisation, c'est quelque chose qui est mutualisé, conçu. Ça vient, voilà, ça me semble fondamental. On aurait pu parler 2 heures, hein, vous vous en rendez bien compte, mais je voudrais quand même revenir parce qu'il nous faut conclure. Le nom de cette table ronde était donc « Normaliser la diversité des données culturelles, est-ce possible ?» Alors, je vous pose la question, est-ce que c'est effectivement soluble, tout ce que vous venez de nous mettre sur la table, ou sommes-nous donc condamnés aux silos d'information, aux standards, aux règles sectorielles? Parce que je voudrais quand même peut-être revenir un peu là-dessus aussi. Pour l'instant, c'est encore très sectorialisé, donc particulièrement dans les secteurs culturels. Voulez-vous commencer, Anne ou Frédéric? On va faire un tour de table comme ça. Moi, en tout cas, ce que j'observe, c'est que oui, aujourd'hui, il y a peut-être qu'on donne l'impression qu'il y a des silos parce qu'il y a des projets qui partent de différents endroits, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ces projets, en général, s'inspirent très souvent les uns des autres. Et il y a des communautés de pratiques autour de ces projets eux-mêmes, avec des volontés très fortes des acteurs de connecter, d'aligner, voire de partager des ontologies. Et donc, on est plutôt dans une dynamique, effectivement, de spécificité nécessaire pour construire des sous-communautés en quelque sorte, et ensuite un travail commun. Donc, je n'ai pas l'impression qu'on soit en train de recréer des silos, mais plutôt d'ouvrir quelque chose sur justement des solutions partagées, il me semble. Et puis après, c'est comment on continue à travailler pour intégrer
les acteurs de terrain, etc. Notamment, on parlait de preuve de concept. Effectivement, il nous en faut. Et il faut vraiment qu'on ait des personnes qui travaillent sur les ontologies, les standards, etc. Et qu'on travaille aussi sur les questions des cas d'usage et des différentes manières d'embarquer, par exemple, le milieu, les artistes. Il n'y a pas une manière de le faire. Il y a le sens du collectif et de la coopération qui est un des leviers. Et puis, il y a auprès des questions de cas d'usage qu'on peut développer derrière pour les structures qui sont très engageants. Frédéric? On ne devrait pas tenter de normaliser la diversité, mais on doit tout à fait faire en sorte que la diversité puisse s'affirmer, puisse être représentée à l'intérieur de normes. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Oui, moi, en me projetant aussi par rapport au futur en même temps, quand on voit aujourd'hui l'automatisation de plus en plus grande avec l'IA générative, pendant qu'on se parle depuis le début de l'année 2023, il paraît qu'il y a ce chiffre-là qui dit qu'il y a 1,7 milliard de vidéos liées aux outils d'IA qui ont été visionnées sur YouTube. Il y a des nouvelles normes qui sont en train d'être émergées, d'être construites par veut ou veut pas ces géants, ces grandes plateformes. Justement. Ouais. Exactement, quelque part. Et donc, moi, je dirais, et là, je fais un clin d'œil à l'Observatoire de la langue française aussi, c'est que si on ramène ça à la question de la langue française des contenus francophones, mais si on n'est pas en capacité de pouvoir normer, classer, archiver, indexer comme il se doit à travers les moteurs de recherche ou les algorithmes, etc., nos contenus culturels en français, on a un problème, on aura un problème en fait à suivre la locomotive et puis à exister un peu finalement dans cet écosystème de normalisation où on a l'impression qu'on n'est pas normaux quand on est minoritaire ou qu'on est, on est de niche là ou diversifié. Merci, Destiny. Et je rejoins complètement ce qu'ont dit mes collègues. Il y a le passage en acte après de comment, je pense que je parlais de solutions qui ne sont pas complexes, mais ça ne veut pas non plus dire énormément de temps. Et il y a ça, il y a vraiment des jeux temporels où on a l'impression qu'on parle sur des échelles de 10, 15 ans. En fait, pas du tout. On peut déjà mettre des choses en place pour l'année prochaine. C'est-à-dire qu'on est sur des temporalités qui peuvent être courtes, non pas pour précipiter les choses, mais parce qu'en fait, il n'y a pas de complexité, encore une fois. Par contre, il faut se mettre autour de la table, il faut réussir à réunir justement toutes les personnes qui ont la volonté, qui ont le souhait justement de construire ces zones d'échange référentielles, modèles, et justement de débattre pour représenter la diversité, pour représenter justement la meilleure description de la connaissance et de nos secteurs. OK, donc ce que vous dites, c'est que la chose la plus complexe, c'est de trouver un moment commun dans nos agendas. OK. On est rendu là. Ça passe par là. OK, excellent. Écoutez, merci infiniment. C'était merveilleusement éclairant. Merci beaucoup. Encore une fois, je vous rappelle donc qu'il n'y a pas de questions-réponses pendant qu'on est ici dans la salle, mais n'hésitez pas donc à chercher le contact avec nos différents invités. Là-dessus, c'est l'heure de lunch, si je ne m'abuse. Une heure de lunch. On vous attend dans une heure. Bon appétit. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Toujours éclairant. Super, bravo. Pareil.